Troisième aspect, c'est peut-être un sauvetage ou un usage temporaire. Et ça, on pense que, par exemple, un patient qui aurait une chirurgie cardiaque qui est orageuse, qui ne va pas bien, mais qui va peut-être récupérer, donc, on dit peut-être que une assistance ventriculaire pourrait les supporter pendant un certain temps, puis ensuite être capable de l'enlever. Donc, on pense que tous les centres de chirurgie cardiaque devraient au moins avoir cette capacité-là pour les supporter. Évidemment, c'est un rapport qui vient de Bernard, c'est que je dois l'énumérer comme il l'a mentionné. Et l'autre aspect, c'est le point de la récupération au transfert vers un centre de greffe. Donc, il y a aussi l'aspect que parfois, le patient peut être tellement malade qu'il ne peut pas être transporté. Donc, d'être mis sur une assistance ventriculaire ou un ECMO portable, ça pourrait être très utile pour les amener vers la greffe, dans un centre de greffe, pour ensuite le prendre en charge, puis évaluer pour greffe et ou un VAD permanent. Puis, il y a des nouveaux devices maintenant qui sont disponibles au Québec, qu'on peut utiliser pour justement l'amener d'un centre A vers un centre de greffe comme tel. Une autre indication, c'était un pont qui permet l'évaluation et l'observation. Parce que parfois, vous recevez le patient, c'est facile de transférer le patient en choc, intubé, mais nous, on reçoit le patient, il ne peut pas nous parler, on n'a aucune idée de ce que lui aimerait avoir. La famille n'est pas disponible ou très peu disponible. Et puis là, il faut se gratter la tête. Qu'est-ce qui est le mieux pour ce patient-là? Est-ce que c'est ça qu'il veut? Est-ce qu'il y a un support pour l'aider, ce patient-là? Donc, ce n'est pas toujours simple. Et parfois, d'avoir une assistance ventriculaire, ça peut nous permettre de gagner du temps pour le sortir de sa catastrophe, puis commencer à discuter avec lui, la famille. Puis ça aussi, Bernard, dans leur comité, ils ont mentionné qu'il y aurait peut-être le rôle de l'utilisation d'une trentaine d'appareils par année au Québec pour nous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est bien. Et évidemment, il y a le sous-groupe traitement définitif. Ceux chez qui on pense qu'ils ne pourront jamais être greffés pour mille et une raisons, l'âge en étant un, mais parfois, il y a des gens qui ont peut-être eu des cancers, mais des cancers qui sont peut-être guéris, mais on ne sait pas, parce que ça fait juste 2 ans qu'ils ont eu leur cancer, peut-être qu'il va y avoir un flare-up. Donc, on les met sur un device, puis on se dit, s'il est chanceux, puis s'il n'y a pas de récidive de sa tumeur, bien, peut-être que dans 5 ans post-tumeur, on pourrait peut-être le greffer. Donc, il faut penser à ces gens-là également, puis il y aurait peut-être une trentaine d'appareils également pour cette clientèle-là. Donc, c'est très beau, puis on est très fiers du rapport que Bernard et son comité, évidemment, a fait. Ça vous montre ici une diapo, pas au VAD définitif. On voit que même si on a dit qu'on ne vous greffera pas, on vous met un VAD, il y en a 8 qui, malgré tout, se sont ramassés greffés. Donc, l'aspect humain, l'aspect subjectif peut rentrer en ligne de compte, aussi parce que parfois on obtient plus d'informations qui fait que finalement, on pense que le patient pourrait être mis avec une greffe. Donc, rien n'est absolu dans la vie, comme vous le savez. Bernard l'a mentionné, c'est sûr qu'avec les nouveaux devices, avec flot continu, c'est nettement mieux qu'avec les pulsatiles, donc je n'ai pas besoin de le mentionner comme tel. Par contre, ce qu'il a oublié de dire, c'est que ce n'est pas bon pour tout le monde. Hein? Intermac, il y a un registre d'Intermac et malheureusement, quand le patient est trop avancé, c'est très logique d'y penser, là, mais trop avancé puis qu'il y a une atteinte rénale, hépatique sévère, ce patient-là, même si on lui met un VAD, il va mourir pareil. Donc, ça, c'est le sous-groupe 1, le choc cardiogénique critique. Parfois, il n'y a rien à faire parce que le patient se présente en catastrophe à l'urgence et puis les dés sont jetés, puis malheureusement pour lui. Parfois, le patient est très instable, puis il n'est peut-être pas rendu à ce niveau-là, puis c'est peut-être là qu'il aurait dû être transféré avant, justement, qu'il soit dans une situation critique. Donc, le groupe 1, tout le monde réalise maintenant que ce ne sont pas des bons candidats pour une greffe ou un VAD. C'est une catastrophe, ces patients-là. Il y a le groupe 2 qui est à haut risque également, puis finalement, il y a le groupe 3. Puis il y a des statistiques qui sont sorties de ceci. Avant ça, il y a la diapo que je vous présente actuellement, c'est le timing. Ça veut dire que si vous êtes dans le groupe 1, là, qui a un patient qui a un choc cardiogénique réfractaire, catastrophique, je pense que si vous ne mettez pas un VAD dans les heures qui suivent, ce patient-là, il va mourir. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a urgence pour ces cas-là. Sauf qu'on a réalisé que même si on faisait ça, les patients n'avaient vraiment pas un bon pronostic. Contrairement au groupe 2 et au groupe 3 que j'ai mentionné. Les données sont les suivantes. Maintenant, quelle est la survie de ces patients-là? Le groupe 1, les chocs cardiogéniques réfractaires terminales, en évolution rapide habituellement, on voit que ce groupe-là, il y a une survie nettement moins bonne que puis ça, c'est des données à 30 jours, là, que le groupe 2 et groupe 3.
Donc, c'est important de voir que mettre beaucoup d'énergie sur un groupe qui a une haute probabilité d'échec, ce n'est pas peut-être investir dans le meilleur groupe. Bernard vous les a montrés, les anciens appareils, puis le HeartMate 2 maintenant, qui est implanté au Québec comme tel. Je n'irai pas plus loin dans ces détails-là. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il vous a montré des belles photos en moto, dans le champ. Le champ qu'il vous a montré, là, les personnes, là, ça c'est le nouveau site de l'amphithéâtre, je crois. Là. Donc, le devenir, qu'est-ce qui arrive avec ces patients-là? Puis Bernard ne l'a peut-être pas mentionné, mais quand on les voit, moi je leur dis, on change une maladie pour une autre. On ne guérit pas un patient, là. On change une maladie pour une autre. Il faut avoir des expectatives réalistes. Et le devenir, bon, écoutez, après avoir eu un Heart 2, il y en a quand même 42 qui se réussissent à être transplantés. Il y en a 36 qui continuent, 19 de mortalité à 6 mois. Donc, c'est quand même élevé. C'est important de le dire aux familles, parce que sinon, les familles, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il est mort? C'est comme si on pensait que mettre un device va tout régler et qu'on va sauver tous nos patients. Ce n'est pas vrai. 20 sont décédés à 6 mois, etc. Puis là, ensuite, les événements, les saignements. Souvent, les patients retournent en salle d'op pour des saignements parce qu'ils développent une coagulopathie, les plaquettes qui sont basses, etc. 31 Les arythmies ventriculaires qui nécessitent des cardioversions, bon, 24 on peut régler ça. Infections locales qui ne sont pas nécessairement reliées au VAD, 28 Les infections, les septicémies, 20 Donc, c'est toutes des données qui ont été publiées dans des centres vraiment à haut volume, haut débit. Vous voyez que le taux d'événement est élevé, puis la charge de travail pour l'équipe est énorme, elle est colossale. Il y a des coûts reliés à ça. Les autres événements, souvent, on oublie de mentionner aux patients les AVC. Ce n'est pas beaucoup, mais je pense qu'il faut le mentionner, parce que le patient se réveille avec une paralysie, c'est une catastrophe pour eux, pour la famille, puis ils ne s'attendent vraiment pas à ça. Donc, il faut gérer les expectatives des patients et des familles également. Donc, évidemment, le groupe de travail que Bernard a participé avait à déterminer, bien, y a-t-il des coûts reliés à ça? Hein? C'est sûr que oui. Puis eux, ils ont calculé que si on mettait 90 devices par année, ça serait 6,3 millions. Donc, c'est peut-être pas si grand que ça, mais dans tous nos hôpitaux, on a tous des coupures budgétaires à faire, donc c'est très difficile. Et à ce jour, malgré les belles recommandations de Bernard, pas une scène. 0 sous donné pour les VAD. Donc, toutes les devices qui sont mis, que ce soit à Québec, à McGill ou chez nous, c'est soit par l'aide habituellement des fondations. Donc, aucun support pour mettre ça. Donc, pour ça, je vous disais, j'avais mis Bernard pour être plaidoyeur au niveau du comité, pensant qu'il réussirait à avoir de l'argent du gouvernement, mais même Bernard n'a pas réussi à aller chercher de l'argent. Puis, je n'en demande pas tant que ça, là. J'y demande 90 devices. Vous vous rappelez, tantôt, on a dit que j'avais 2000 patients dans l'amphithéâtre à Bernard qui attendent de savoir s'ils vont être greffés ou s'ils vont avoir des devices. On n'a même pas l'argent pour 90. Ensuite, environ 30 devices temporaires par année, soit les Impella ou autres, juste 0,5 millions. On ne demande pas beaucoup, là. Pas une scène. Ça va bien, hein? Donc, peut-être qu'il va falloir avoir un autre comité, je ne sais pas. On s'en va-tu vers les chutes Niagara, puis on va tomber chute libre? On est inquiet. Je pense que le rapport que Bernard et son équipe a fait est archi important. On est fiers, on va tenir ça. Puis un jour, on croit que le gouvernement devra livrer la marchandise. Sinon, on se doit d'être redevable par rapport aux patients. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir, oui et non. Mais ceci étant dit, il y a peut-être des méthodes moins chères qu'on n'a pas mentionné pour peut-être aider nos patients. Dans l'ère de technologie maintenant, vous voyez le médecin ici qui arrive, il dit « Votre cœur était dilaté, nous l'avons fixé avec Photoshop. » Donc, peut-être c'est la pensée magique à un niveau administratif que les gens pensent, mais ça ne marche pas, ça, malheureusement. L'autre aspect que Bernard n'a pas mentionné, puis j'ai dit, je reviendrai brièvement, MitraClip. MitraClip, on a certains patients qu'on peut améliorer. Mais il y a tellement d'argent à Québec qu'ils ne sont pas capables d'en mettre encore. Fait que je ne sais pas s'ils ont commencé, mais ils ont arrêté parce que MitraClip, ce n'est pas payé par le gouvernement, ça non plus. Fait qu'on a des problèmes de financement sérieux. Et c'est pour ça que je vous dis, on a beau référer tout le monde, mais il faut être très sélectif, malheureusement.
de par le nombre de patients qui peuvent bénéficier de ces approches-là et de par le funding ou le financement qui suit ou qui actuellement ne suit pas. Donc, en conclusion, il y a un bon nombre, je n'ai pas dit tous, hein, un bon nombre, pour lire la question, un bon nombre de patients qui bénéficient d'être référés plus tôt que tard, honnêtement. Ça, on préfère les voir plus tôt, puis d'essayer d'ajuster le traitement aux besoins que tard. Puis là, évidemment, déterminer la sévérité, puis vous l'avez vu. Puis Bernard a donné plein d'indices à ce niveau-là. C'est clair que quand la créatinine commence à monter, c'est un problème pour cette clientèle-là. C'est clair que si l'hypertension pulmonaire progresse, ce n'est pas bon également. Donc, ces patients-là devraient peut-être être référés plus tôt. Évaluer les comorbidités, on l'a mentionné. Puis dans les comorbidités, moi, j'ai inclus tout l'aspect psychosocial qui n'est pas banal à évaluer. Optimiser le traitement médical qui inclut la resynchro, la revasque. La compliance, que Bernard avait oublié de mentionner, mais qui est archi importante pour savoir un impact, comme on a vu, il y a eu des publications là-dessus. Et après ça, on va être capable de voir l'éligibilité de ces patients-là vers soit une transplantation ou un VAD. Puis les coûts, c'est curieux, il avait oublié de le mentionner, coûts pour la société, puis les coûts, la capacité de la société à payer. Donc, je pense que c'est essentiel. On n'a pas le choix que de regarder ce volet-là. Donc, j'encourage évidemment Bernard à continuer à encourager ça, mais on a besoin de ce financement si on veut vraiment atteindre les objectifs que Bernard s'est visés. Merci beaucoup. Merci, Normand. On va relaisser la place à Bernard qui a une réponse pour toi. Oui. Donc, tu as oublié de parler de ta patiente? Tu m'envoies un cas d'une patiente, tu veux qu'on parle, tu n'en parles même pas? C'est parce que Bernard a oublié de mentionner qu'il faisait de la resynchro. Il l'envoyait en greffe avant de la resynchroniser. OK. La compliance, ça a l'air un thème qui t'est cher, puis l'aspect psychosocial, tout ça autour. Je dois dire, quand même, dans notre expérience, il y a quand même des patients qu'on pensait qu'ils ne seraient pas compliants, des patients qu'on pensait que socialement ne seraient pas capables. Puis, on est toujours surpris. Je dirais que majoritairement, on a été surpris de voir que ça a quand même bien fonctionné. On tombe dans les critères un petit peu plus mous, puis tu sais, je ne suis pas sûr. Puis, de toute façon, dans ton cas, tu ne m'as pas parlé de la compliance de ta madame. Fait que ta madame, finalement, là, tu vas te donner des mitraclips. C'est une affaire qui, quoi, il y a 16 patients à date au monde, là. Puis... il y en a peut-être 16 à l'Institut, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, on parle quand même de thérapies qui ne sont pas très, très éprouvées encore. Alors, ça pourra toujours s'en aller avec la nécéritide, l'aquadex et toutes les autres. La chose là, qui est importante, c'est que ta patiente, là, dont tu n'as pas parlé là, depuis tantôt, là, elle a encore son cœur qui est rendu à 10 tu avais mis 10-15 de fraction d'éjection. Où est-ce qu'elle s'en va? Hein? Elle a 4 heures, une fois de temps en temps, investir. Est-ce que tu veux l'envoyer ici, hein, pour avoir du Primacar, ou de l'ultrafiltration en externe, ou est-ce que tu veux l'envoyer là, avec mes patients? Les autres, c'est tous des greffés puis des cœurs mécaniques. Donc, moi, mes patients, quand ils ont 4 heures, 4 heures et demie à faire, ils vont jouer au golf. Ça, c'est mieux que les tiens. Hein? Puis, je vous dis, mettez-vous, vous, à la place du patient. Un beau patient de même avec des lunettes, pas de cheveux, là. Il y a 2 choix devant lui. Là, vous êtes le patient. Cet homme-là, là, qui n'a rien fait avec votre cœur, là, on est rendu à 10 on tombe, justement, il vous offre un orage, hein, un orage électrique. Le cœur avance, il l'a bien dit. À un moment donné, quand tu es avancé, tu te ramasses avec toutes sortes d'arythmies, la tachycardie ventriculaire. Et Normand, je vais en reparler de tes affaires. Alors, le docteur Votre Bon Cœur va le voir, il va lui donner un beau petit choc. Après ça, on va l'envoyer à Normand, qui va lui offrir un défibrillateur, un fil. Alors, je n'ai un aussi à 2 fils. Puis qui dit mieux, je n'ai même un à 3 fils, si tu veux, comme défibrillateur. Là, le patient, il va avoir son défibrillateur, puis là, il va avoir le choc donné par le défibrillateur. C'est ça que tu offres à ton patient. Moi aussi, j'ai trouvé ma photo de moi, hein, c'est pas pire. Hein? Qu'est-ce que j'offre au patient? Moi, j'y offre la tempête.